Bonjour à tous, je profite d'Octobre Rose, qui est le mois de sensibilisation au cancer du sein, pour vous faire enfin ma vidéo sur l'épigénétique. Alors l'épigénétique, ça veut dire au-dessus de la génétique, et c'est un truc fabuleux et formidable qui a bouleversé ma vie, et c'est pour ça que je vous en fais part aujourd'hui, qui considère que peu importe la prédisposition génétique qu'on a à avoir une maladie, et bien finalement cette génétique ne rentrerait en jeu que dans 20% du risque, et 80% du risque que notre gène s'exprime, et bien en fait ce serait notre environnement. Donc l'épigénétique considère 4 choses: notre alimentation, les toxiques, l'hygiène de vie et les émotions. Alors je vais prendre mon exemple personnel pour vous illustrer un petit peu tout ça. Moi, quand j'avais 22 ans, j'ai fait un test génétique du dépistage du gène BRCA1 et 2, et donc j'ai bien la mutation de ces gènes-là qui prédispose à 8 risques sur 10 d'avoir un cancer du sein à l'âge de 30 ans. J'ai fait ce dépistage puisque j'ai ma tante qui a fait 3 cancers du sein, et à l'occasion de son deuxième, en fait, on a réussi à isoler sa séquence à elle. Et on a fait doser toutes les femmes de la famille. Donc elle est toujours vivante aujourd'hui, elle en a fait 3. En revanche, j'ai ma mère qui, elle, a fait un cancer du sein quand elle avait 31 ans. Elle en est décédée à 33. Donc moi j'avais 7 ans à l'époque. Et ma tante qui a fait ces 3 cancers, elle a aussi une sœur jumelle qui, elle, est aussi positive à cette mutation génétique, mais qui n'a jamais fait de cancer du sein encore aujourd'hui. Donc, pourquoi je vous en parle, c'est que moi, à 22 ans, quand je fais ce test à l'Institut Curie, qui est un institut à Paris qui est très connu dans le traitement du cancer du sein, en fait, on a une approche, comme dans beaucoup d'hôpitaux français, qui est très technique, mais pas forcément très humaine, et où on me dit que, en gros, sorti des examens d'imagerie médicale assez réguliers à faire, de remplir des questionnaires, pareil, régulièrement, de faire des palpations régulières chez le gynéco et des autopalpations que je fais, et de faire mes enfants tôt, donc avant 30 ans, de les allaiter longtemps, et ensuite on parlera éventuellement de l'ablation prophylactique du sein et des ovaires. Donc les ablations prophylactiques, c'est quand on vous enlève vos organes par prévention. En gros, il n'y a rien d'autre à faire. C'est-à-dire que jamais on vous sensibilisera sur le rôle de vos émotions, le rôle de l'alimentation, le rôle de l'hygiène de vie. Non, jamais. Et ça, c'est un discours qui me révolte profondément, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a il y a évidemment un rôle évident entre l'alimentation et le cancer, et que à minima, je ne demande pas que ça lui prenne 1 heure à me le dire, mais qu'on devrait en fait sensibiliser les personnes, surtout les jeunes, qu'elles peuvent être actrices en fait de leur santé, et en jouant sur l'épigénétique. Donc moi j'ai fait mes petites recherches un peu toute seule comme une grande, je vous les partage aujourd'hui parce que ça permet de faire baisser le poids de la fatalité, et c'est pas parce que j'ai ce gène que j'aurai un cancer du sein, et pour ma part je suis persuadée, convaincue que je n'aurai jamais de cancer du sein. Je programme mes cellules et mon mental pour cela, et je mets en place donc tous les 4 piliers de l'épigénétique. Donc dans l'épigénétique, il y a l'alimentation. L'alimentation, vous savez aujourd'hui que manger des aliments issus de l'agriculture biologique, en tout cas les plus bruts possibles, les moins surchauffés, avec des modes de cuisson qui respectent les nutriments qui sont dans vos aliments, et bien clairement, c'est plus bénéfique à votre santé que si vous consommez des PUT. Donc les PUT sont les produits ultra transformés. On parle même plus d'aliments ultra transformés tellement ça n'a plus rien à voir avec un aliment. Donc grâce à des chercheurs comme Anthony Fardet, on sait maintenant que toute l'alimentation industrielle, avec tout son lot d'additifs, de modes de cuisson hyper délétères, c'est néfaste pour notre santé, et ça nous expose au surrisque de déclencher un cancer, et notamment un cancer du sein. Le deuxième pilier, c'est les toxiques. Dans les toxiques, on va considérer 2 choses: les toxiques de votre maison et les toxiques de vos cosmétiques. Dans votre maison, toutes les crèmes à récurer, les pchits désodorisants, les trucs pour laver le sol et compagnie, la Samara à Monsieur Propre, libèrent énormément de composés organiques volatiles, des parfums de synthèse, tout un tas de perturbateurs endocriniens qui sont clairement là aussi délétères pour votre santé, d'autant plus qu'on sait qu'aujourd'hui, dans nos maisons, on n'aère pas suffisamment et que l'air est très pollué, et donc il faudrait aérer d'autant plus. Et clairement, moi, je fais tout à la maison, et vous le savez puisque j'y ai consacré plusieurs vidéos. Je fais ma lessive moi-même, etc. Et en fait, avec du percarbonate de soude, des cristaux de soude, du bicarbonate de sodium et du savon noir et du savon de Marseille, on peut un peu récurer sa maison de fond en comble, tout en faisant du bien à la planète et à sa santé. Deuxième chose, c'est la cosmétique. Tous les shampoings, les gels douche, que je sache, vous prenez votre douche à l'eau chaude, et sous l'effet de l'eau chaude, ça dilate les pores de la peau, et il y a une partie de ces produits, les produits de la pétrochimie, les parfums de synthèse, les perturbateurs endocriniens, pareil, qui passent dans votre sang,
qui sont plus ou moins bien éliminés par nos organes émonctoires, donc nos organes d'élimination, et qui peuvent faire à long terme eh bien, des petits cancers pas chouettes. Il y a aussi toute la cosmétique, donc les produits de maquillage, etc. Moi, j'utilise le plus possible, parce que je suis aussi écolo, vous le savez, des shampoings et des savons solides avec le plus d'ingrédients, voilà, le plus naturel et avec la liste la moins longue possible. Et pour la cosmétique, je fais aussi moi-même des choses. Et sinon, j'utilise des produits bio, écologiques qui sont voilà, certifiés sans perturbateurs endocriniens, etc. Le troisième axe, c'est l'hygiène de vie. Dans l'hygiène de vie, on va rentrer 4 choses. On va rentrer votre sommeil. Je dis toujours à mes patients que c'est dans la nuit, pendant qu'on dort, qu'on se répare, qu'il y a tous les processus de réparation, de cicatrisation, de régénération qui s'opèrent au mieux. Et si vous veillez à avoir une amplitude de sommeil suffisante et une qualité de sommeil satisfaisante, eh bien forcément, vous renforcez naturellement vos défenses immunitaires et notamment la production de vos NK cells. Les NK cells sont nos cellules natural killers, nos cellules tueuses naturelles, qui sont nos propres défenses anti-cancer, qui se laissent submerger en fait quand un cancer arrive. Donc le sommeil c'est une chose, donc j'essaye toujours de me coucher à minuit grand max et de pas trop tarder et d'avoir une amplitude de sommeil suffisante, sachant que l'idéal c'est de se coucher plutôt vers 22h30, 23h. La deuxième chose c'est le tabac et la troisième l'alcool, donc ne pas fumer, ne pas boire, évidemment dans le risque de survenue d'un cancer c'est évidemment à éviter, donc je ne fume pas, je ne bois pas. Et la quatrième chose c'est l'activité physique. On a montré que maintenir un poids santé par rapport au surpoids et à l'obésité, eh bien, ça baissait le risque d'avoir un cancer du sein. Et donc il est important de bouger tous les jours, ne serait-ce que de la marche, de faire du vélo, donc chose que j'essaie de faire le plus souvent possible, et une activité physique hebdomadaire dans laquelle on va venir transpirer. Il faut vous dire que la peau, c'est notre plus grand émonctoire en surface, donc notre plus gros organe d'élimination. Par la sueur, en fait, on va se délester de tout un tas de toxines et donc il faut suer. Et quand vous ne faites pas de sport, eh bien, vous évitez cela et c'est dommage. Et le quatrième axe, c'est les émotions. Alors on emploie parfois le terme de gestion émotionnelle, c'est pas un mot que j'aime parce qu'une émotion ça se gère pas, ça se vit. Alors la vie n'est pas un long fleuve tranquille, je le sais, comme tout le monde, d'autant plus par les temps qui courent. Néanmoins, on peut décider que les émotions, en fait, à la base, ne sont que fugaces. Une émotion de culpabilité, de honte, de colère, comme de joie, d'amour, de gratitude. Une émotion, elle est fugace, elle est différente du sentiment. Le sentiment, lui, il est durable. Moi, en fait, dans ma vie, je fais en sorte que le positif, en fait, reste, soit plutôt de l'ordre du sentiment. Donc j'ai des sentiments de gratitude, j'ai un sentiment de passion, j'ai un sentiment d'amour qui m'habite très souvent. Et en revanche, toutes les émotions de stress, de contrariété, de colère, de tristesse que j'ai, comme tout le monde, et c'est normal que je les ai, eh bien en fait je refuse qu'elles prennent trop de poids, trop d'ampleur dans ma vie, parce qu'on sait que les gens qui sont très négatifs, très anxieux, très pessimistes, eh ben s'exposent plus, eux aussi, au risque de cancer que quelqu'un qui va être plutôt positif et optimiste. Et en fait, moi je fais le choix. Après, je vous dis ça, ça a l'air facile, mais moi, vous m'auriez connue il y a 15 ans, j'étais la fille la plus négative et la plus pessimiste qui soit. Et en fait, c'est un muscle. J'ai travaillé ça avec un travail psychothérapeutique et psychanalytique que j'ai fait pendant 7 ans, que j'ai repris là il y a 1 an et demi. Je me fais coacher très souvent, je lis beaucoup de livres de développement personnel et j'essaye de faire en sorte que tout ça, ce soit des mécanismes et des routines pour être la plus positive et faire en tout cas des épreuves de la vie, des marches sur lesquelles avancer, ce qu'on appelle la sublimation en psychologie, hein. Donc sublimer une épreuve, c'est faire de la résilience, c'est faire en sorte que plutôt que de le voir comme un coup de pelle sur la tête qui nous enfonce encore plus, au contraire, on le voit comme une marche pour aller de l'avant, pour progresser et être un peu une meilleure version de soi-même. Donc je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer que si vous mettez en place toutes ces notions de l'épigénétique, si vous aussi vous êtes confronté à un gène qui vous prédispose à une maladie X ou Y, pas forcément le cancer du sein, eh bien vous pouvez être acteur. Ne laissez pas le poids de la fatalité l'emporter sur la maladie, puisqu'aujourd'hui on sait avec le neurosciences aussi l'impact du mental, l'impact du cerveau, de l'esprit. Et moi aujourd'hui, si je suis sûre de n'avoir jamais de cancer du sein, j'ai 34 ans aujourd'hui, je n'ai aucun signe. Donc j'ai tout bien fait comme Curie m'a dit, hein. J'ai fait mes enfants à 26 et 29 ans, j'ai allaité mon fils 10 mois, j'ai allaité ma fille 19 mois. Donc je fais mes palpations, etc. Mais par contre, je suis actrice, voilà, et je ne m'en remets pas uniquement en fait au corps médical. Et c'était pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. C'était juste pour vous dire que vous pouvez être
acteur, reprendre le pouvoir un tant soit peu. Après, il y aura toujours la faute à pas de chance, mais en tout cas, vous aurez été acteur et ça, c'est quand même une belle satisfaction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous au naturel.